autre avant les autres. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Cynthia Allaire. En fait, je suis directrice d'un service de garde à Victoriaville, membre de Pro-Enjeux. Donc, je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler un peu de ce regroupement-là. Pro-Enjeux, c'est un regroupement qui est né en septembre 2020, mais vous comprenez que dans la région de la collaboration, du partenariat avec les différents acteurs du réseau de la petite enfance existe depuis belle lurette. Mais en 2020, on a choisi, on a de volonté commune d'unir plusieurs années d'expérience pour pouvoir partager puis mettre ensemble nos connaissances, les ressources, innover dans nos pratiques d'accompagnement pour les enfants, oui, en besoin particulier, mais pour les familles en général. Donc, Pro-Enjeux, c'est 11 services de garde. Ce n'est pas seulement des services de garde éducatifs comme les CPE, mais c'est des services de garde aussi privés ou subventionnés également. C'est en tout, ça représente, parce que ce n'est pas tous les milieux on a notre premier triennal de fait, là, notre premier 3 ans. Donc, dans le premier 3 ans, ce n'est pas tous les services de la région qui ont adhéré, mais là, on renouvelle notre adhésion, puis les nouveaux membres s'ajoutent là, à notre regroupement. Donc, on voit que la portée est quand même intéressante pour la région. Mais à l'époque, là, ça représentait plus de 300 éducatrices. Puis, on a été en mesure de pouvoir soutenir 1100 quelques familles là, au travers notre fonctionnement, notre système. Donc, c'est sûr que notre objectif commun à nous, c'est d'offrir aux enfants ou aux familles de la région des services professionnels complémentaires et accessibles. Puis, à travers de Pro-Enjeux, bien, on a amené le partage d'expertise, l'ouverture, l'engagement, puis l'esprit d'équipe à un autre niveau pour faire une réelle différence. Donc, une collaboration qui est, bon, nous, on appelle ça unique. Je ne sais pas si elle est unique là, au travers de la province, là, mais grâce à la table de concertation enfance-famille de la MRC d'Arthabasca, on a partagé une ressource ensemble avec la table qui est la ressource de coordination. Donc, il y a une personne qui vient chapeauter vraiment toutes les actions puis mettre en commun les acteurs. Et on trouve que c'est un élément pas mal gagnant là, dans notre système actuel. C'est la présentation en gros là, de Pro-Enjeux. Merci pour la belle présentation. Et on y va avec, comme deuxième présentateur, on a Lauriana qui vient nous parler de Cassiopée. Oui, bonjour. Alors, Lauriana, directrice de Cassiopée, comme vous voyez, depuis 15 ans. Alors, l'organisme sans but lucratif, c'est une entreprise en économie sociale et la mission de base de l'organisme, c'est vraiment soutenir le développement professionnel des intervenants en petite enfance à travers une démarche qui met la personne en avant-plan dans sa propre réflexion de sa pratique pour pouvoir l'améliorer et naturellement, la grande visée, c'est cette amélioration de la qualité éducative qu'on offre aux enfants. Donc, concernant tout le dossier enfants à besoins particuliers, comme on peut voir dans l'autre acétate, l'organisme voulait vraiment soutenir les ressources, offrir des ressources aux intervenants qui, dans leur pratique, se sentaient confrontés devant des enfants qui les questionnaient, qui les préoccupaient, qui s'inquiétaient aussi. Donc, c'est à travers ce véhicule-là des intervenants en petite enfance qu'on a essayé de développer des ressources et des accompagnements pour venir accompagner les milieux pour pouvoir être dans de la compréhension des besoins des enfants. Donc, un premier service, comme on peut voir, c'est la démarche du plan de soutien au développement. Depuis 2008, c'est une démarche que on accompagne les milieux à la faire vivre. Et essentiellement, oui, c'est comprendre ensemble l'enfant. C'est une grande dimension, c'est passer à la compréhension des besoins de l'enfant pour vraiment partir, oui,
décrire le comportement qui nous inquiète, mais pour en arriver et partir aux compétences de l'enfant pour voir son prochain pas à lui. Mais cette compréhension, à travers la démarche, on veut la faire collectivement pour pouvoir aussi agir collectivement et favorisant ici le pouvoir d'agir des éducatrices et favorisant le partenariat avec les parents ou toute autre ressource qui serait possiblement auprès de la famille ou auprès de l'enfant. Donc, c'est une démarche avec un outil, un accompagnement et des étapes. De ces expériences auprès des milieux, bien, il y a une démarche qu'on appelle le référentiel, qui est l'autre accompagnement qu'on fait, qui a permis à travers cet outil et cette démarche d'avoir justement un certain référentiel de stratégie ou d'attitudes intéressantes, mais en lien avec les besoins développementaux des enfants. Donc, c'est une démarche pour accompagner les besoins et on accompagne cette réflexion à travers l'outil qu'un milieu peut s'approprier pour avoir une réflexion. On revient à la démarche réflexive pour permettre ce moment de recul de oui, les besoins, les comportements qui nous préoccupent, mais d'avoir un espace de réflexion, comme on peut le voir dans la feuille de travail qui est proposée. C'est vraiment une étape de réflexion avant d'en arriver à des stratégies. C'est un outil qui est beaucoup utilisé par les milieux, aussi dans les milieux d'enseignement. Donc, il continue sa volée parce qu'il soutient vraiment une réflexion plutôt que de donner des façons de faire, je dirais. De cet accompagnement-là, Cassiopée, on veut les milieux pour permettre vraiment partir des besoins de l'enfant, donc de l'unicité de chaque enfant. La grille de référence à petits pas permet d'avoir un outil de référence pour faire une lecture de l'enfant et permettre de miser sur ses forces aussi. Donc, c'est soutenir le prochain pas de chaque enfant et c'est un outil, un accompagnement que les milieux trouvent aidant pour pouvoir avoir une lecture du développement plus personnalisé pour l'enfant, qui est un élément important dans l'accompagnement des enfants et aussi incluant le parent dans cette réflexion-là, ça permet d'avoir un discours vraiment où l'enfant est plutôt qu'un discours il ne rentre pas dans cette case-là, donc d'échec en tant que tel. À travers l'accompagnement que nous faisons, on a vu l'importance des transitions. Je pense que depuis plusieurs années, on sait que c'est un moment charnière, ces moments de transition-là, surtout pour les enfants ayant des besoins particuliers. Et le facteur important dans la transition, c'est comment on peut miser sur une continuité de connaissance d'où l'enfant est rendu, une continuité des stratégies et le soutien qui fonctionne et qui est gagnant pour cet enfant. Donc, dans à Cassiopée, il y a le portrait de développement, il y a des canevas qui permettent ce passage-là d'une éducatrice à l'autre, d'un milieu à l'autre, pour les parents également. Et il y a tout le passage à l'école qui là, peut soutenir aussi cette transition dans un autre milieu, comme le milieu scolaire, toujours dans cette visée-là de démarche puis de miser sur la continuité. Je terminerai peut-être sur l'autre élément important, la qualité des interactions. À la base de toute intervention inclusive, cette qualité de l'interaction qui fait la différence dans l'accueil de l'enfant, dans comment instaurer un soutien émotionnel, un accueil, une bienveillance, et tout en restant adapté où l'enfant est rendu pour pouvoir bien lui offrir les apprentissages proposés. Donc, c'est une autre, soit des formations, soit des outils. On pense aux outils classes également qui sont présents dans la démarche d'évaluation, l'organisation Cassiopée. C'est possible d'avoir accès à ces outils pour nourrir justement la réflexion de la qualité des interactions.
Je vous invite à aller voir notre site Internet il y a toutes des ressources. Dans la section ressources, il y a plusieurs ressources disponibles et pour en apprendre davantage, mais c'était peut-être les éléments là, que je trouvais intéressants à présenter aujourd'hui dans le contexte de la table. Merci. Merci beaucoup. Notre prochaine panéliste sera Béatrice Iatoni, qui vient nous parler du programme d'intervention éducative précoce. Bonjour, alors je trouve ça super intéressant de tous les liens qui se font avec les différentes initiatives un peu partout que je connaissais pas et comment finalement je trouve qu'on se rejoint sur les éléments clés de la réussite pour l'inclusion des enfants, point, peu importe qui présentent ou non des vulnérabilités. Donc, pour le programme Intervention éducative précoce, c'est vraiment la promotion, de la prévention pour favoriser le développement optimal des enfants d'âge préscolaire. Donc, l'ensemble là, des volets du développement, mais ciblant plus particulièrement les enfants qui ont des vulnérabilités au plan socio-économique ou encore dans leur développement. Donc, encore là, tu sais, on a encore la perspective un peu d'universalisme proportionné où on se dit, bien, où est-ce qu'il y a plus de besoins qui peuvent être présents? Et c'est vraiment avec deux volets. Il y a le volet accès à un service de garde éducatif, le volet soutien au milieu à la qualité éducative. Et dans ces deux volets-là, tout ce qui est intégration, inclusion des enfants dans le milieu éducatif, qu'il y soit déjà ou qu'il y arrive, ça fait partie vraiment du programme en soi. C'est à Montréal et financé par la Direction régionale de santé publique. Donc, c'est vraiment une action de santé publique, de prévention, promotion, où les services, eux, sont offerts par les intervenantes. On dit IEP, là, c'est vraiment comme ça qu'on l'appelle finalement, intervention éducative précoce. Donc, les intervenantes IEP, elles sont dans les CLSC, dans les équipes CIUS comme telles, puisque à Montréal, sur l'île, il y a 5 CIUS et la clinique communautaire Pointe-Saint-Charles. Et donc, ça regroupe quand même très peu d'intervenantes pour le grand nombre de milieux éducatifs qui existent. Il y en a au-dessus de 3000. Si on rentre plus spécifiquement dans les activités IEP elles-mêmes, donc on voit hein, bien sûr l'enfant et sa famille vraiment dans le haut là, c'est soit un arc-en-ciel à l'envers ou une pointe de tarte, comme vous voulez. Et on a bien sûr, juste en dessous, service de garde éducatif à l'enfance, halte garderie communautaire. Donc, c'est autant les gestionnaires que les éducatrices, que toutes les personnes qui jouent le rôle de soutien pédagogique. Hein. Et donc, l'intervenante IEP qui se trouve à jouer le rôle de liant vraiment avec et des approches et les familles et les services de garde. Donc, quand on regarde le volet plus orangé, là, accès, favoriser l'accès, cette pointe de tarte-là, c'est vraiment en lien avec les ententes protocole. Il y en a été un petit peu question ce matin à travers la présentation du ministère de la Famille. Donc, des places qui peuvent être réservées par des services de garde subventionnés pour la clientèle qui reçoit des services dans le CIUS. Ça peut être aussi provenant du DPJ puisqu'il relève aussi administrativement d'un CIUS. Et donc, tout ce qui est à la fois les demandes de référence interne, l'intervenante IEP reçoit ces demandes-là, mais elle fait surtout tout le travail de pairage avec les services de garde avec lesquels elle a les ententes protocole pour arriver à pouvoir le mieux possible répondre aux besoins des familles. Puis pour nous, ce qui est essentiel, c'est vraiment d'arriver à un processus d'intégration dans le service de garde, d'inclusion dans le service de garde. Donc, que l'enfant ne soit pas juste parachuté dans le milieu, puis que le milieu s'organise. On souhaite vraiment que les intervenants qui font la demande d'une place protocole, les intervenants référents, puissent accompagner le service de garde. Je vous dirais qu'on travaille très fort pour que cette pratique-là soit vraiment intégrée, mise en œuvre par les différents intervenants, parce que ce n'est pas tous des intervenants qui travaillent de proche avec les services de garde. Fait que des fois,
la réalité est très loin de leur réalité clinique comme telle. Mais je trouve que vraiment, il y a beaucoup de cheminement qui s'est fait, puis les intervenantes IEP vont les coacher aussi, leurs propres collègues, dans le fond, à ce niveau-là. Donc ça, c'est le volet vraiment accès, mais tout le volet plus soutien au milieu, à la qualité éducative, qui se trouve dans l'autre pointe de tarte, un peu plus entre les deux grosses lignes bleu turquoise. Donc là, c'est l'autre côté. Le service de garde peut avoir des besoins et faire une demande à IEP, ce qui est plus la demande de soutien, là, la partie plus du milieu. Ça peut être une demande de soutien pour un enfant spécifique, nominatif, donc où il y a une entente signée par le parent qui est d'accord qu'il y ait du soutien au milieu de garde. Ça peut être même aussi pour un groupe, une éducatrice qui ils ont travaillé toutes sortes d'éléments dans le milieu déjà pour faciliter l'heure de la sieste, mais ça fait 3 mois que ça ne s'est pas résolu malgré les actions qui ont été mises en place. Fait que c'est un peu une réflexion de plus pour voir est-ce qu'on peut trouver d'autres moyens. Puis, ce qu'on voit au centre, c'est vraiment le processus là, dans les demandes qui sont faites à IEP, où il y a la demande elle-même et où donc l'intervenante IEP va prendre le temps d'aller voir dans le groupe, de discuter des observations de l'éducatrice, évidemment prendre le temps auprès du parent de voir de son côté qu'est-ce qu'il voit, lui, comme observation ou non de son côté, puis tout ça qui puisse être mis en commun pour le plan d'intervention, ce qu'on appelle dans le jargon santé services sociaux, le PSI, mais qui est vraiment le plan d'accompagnement pour c'est quoi les besoins de l'enfant, quelle stratégie on met en place. Et la dernière étape, l'accompagnement de l'éducatrice, où on souhaite vraiment, des fois c'est par la conseillère pédagogique que ça va être mis en place, mais de s'assurer que l'éducatrice puisse mettre vraiment en pratique les stratégies qu'elle a pu nommer elle-même, qui ont été nommées par d'autres, peu importe, mais de s'assurer que ce soit intégré parce que c'est ça qui, ultimement, va soutenir l'enfant, le groupe et la qualité éducative à long terme puisqu'elle l'aura intégré, pas juste pour Noémie, dont il a été question à ce moment-là. Quand c'est pour le groupe, évidemment, le contact avec les parents ne va pas se faire de la même façon, mais le processus global reste le même. Puis, il y a tout l'autre volet, actions IEP, qui sont plus de l'ordre des formations, des groupes de co-développement. Ça peut être aussi du counseling, discussion clinique qui va se faire avec l'intervenante IEP et ses collègues, je dirais, des équipes petite enfance des CLSC, parce que si tu es orthophoniste, psychoéducatrice, éducatrice spécialisée, tu ne connais pas tout. Donc, bien sûr, des collègues mettent la main à la pâte pour ce volet-là également. Donc, voilà, ça résume un petit peu pour IEP. Ça, je vous le laisse lire, vous l'aurez plus tard. Ça vous situe un peu plus là, pour le contexte montréalais, puisque je sais que le temps nous est compté. Oui, les présentations seront disponibles de tous les présentateurs qui nous les ont laissés. Donc, on continue avec Sophie Morin, notre 4e panéliste, qui vient nous parler là, de Ribambelle. Oui, bonjour. Donc, je suis psychoéducatrice. Je suis au Centre de services scolaires des Patriotes. Ça, c'est sur la rive sud de Montréal, là, Chambly, Belleuil, Saint-Hilaire. On va jusqu'à Contrecoeur, Saint-Amable. Ça vous donne une petite idée du territoire. Donc, le service La Ribambelle, on peut aller à l'autre diapo, ça se déploie en 2 volets. On a déjà parlé dans plusieurs présentations là, de l'approche de la réponse à l'intervention. Alors, on est vraiment collé sur cette approche-là, comme vous le voyez, avec des interventions universelles qui sont assumées par les enseignantes en maternelle ou les éducatrices là, en service de garde éducatif à l'enfance, parce qu'il y a un programme d'intervention qui est animé de façon universelle et la démarche d'intervention qui est assumée par une psychoéducatrice qui va vraiment dans le milieu, alors en scolaire dans les classes et au niveau des services de garde éducatifs dans les groupes et dans les CPE là, qui sont membres des tables de concertation de la petite enfance. Alors, un peu historiquement, là, comment ça partit la Ribambelle, c'est vraiment depuis 2009. Il y a une école particulière à Chambly qui a que des groupes de maternelle. On se rendait compte là, que ces enfants-là pouvaient manifester plusieurs besoins. Là, je ne vous dirai pas toute la démarche qui a été faite, mais pour se rendre compte qu'en fait, beaucoup d'anxiété pouvait sous-tendre les comportements à la fois surréactifs et sous-réactifs qu'on voyait chez ces petits cocos-là. Ils vivaient plusieurs transitions. La première transition scolaire,
scolaire et la transition vers la maternelle, vers la première année ensuite. Et comme c'est une école que de maternelle, il changeait d'école aussi, là. Il était là juste pour 1 an. Donc, l'idée d'intervenir tôt, de pouvoir venir les sécuriser rapidement. Alors, c'est comme ça que la Ribambelle a fait ses premiers pas et que rapidement, un programme d'intervention universel là, pour justement les aider à gérer cette anxiété-là s'est avéré nécessaire là, de mettre en place. Dès 2012, le programme a été officialisé, mais aussi on a eu des partenariats avec particulièrement la table de concertation de la petite enfance Vallée des Patriotes qui souhaitait, dans un souci de réussite éducative, mettre en place des interventions peut-être plus systématiques, plus organisées autour des enfants en lien avec la première transition scolaire. Alors, de là, on a eu vraiment là, tout un partenariat et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, Ribambelle de la petite enfance, qu'on l'appelle, est déployée à travers tout le territoire du centre de services scolaires. Donc, 3 tables de concertation à la petite enfance, des psychoéducatrices qui vont travailler. Donc, ici, Ribambelle, on est vraiment plus dans les groupes 4 ans au niveau des CPE. Là. Et puis, donc, pour mettre en place plein de mesures pour aider ces petits cocos-là dans le but d'avoir une première transition scolaire qui soit harmonieuse. Fait qu'on peut aller à l'autre diapo. Ça vous dit les lieux où Ribambelle est déployée. Donc, on est, oui, au Centre de services scolaires des Patriotes, mais aussi à Marie-Victorin, à des Hautes-Rivières. Il y a 2 groupes, 2 écoles à des grandes seigneuries qui le mettent en place aussi. Et on avait des contacts aussi avec le Témiscamingue. Donc, on est en maternelle 4 et 5 ans. Au premier cycle aussi, parce qu'il y a un programme de réinvestissement pour justement s'assurer d'abord que la transition entre le préscolaire et le primaire se fasse de façon harmonieuse, aider aux enfants à transférer, dans le fond, les apprentissages qui ont été faits, des classes d'adaptation scolaire, le service passe-partout, qui est en 4 ans aussi. Donc, il y a des ateliers qui sont vécus là. Dans les services de garde éducatifs à l'enfance et les haltes garderies, organismes communautaires familles. En fait, toute la portion plus universelle, animation du programme, elle est vraiment accessible parce que, bon, c'est par une formation là, qu'on peut avoir accès à tout ça. Elle est accessible à tous les services de garde. La portion plus démarche d'intervention, comme ce sont les tables de concertation en petite enfance qui vont chercher les subventions et qui embauchent les psychoéducatrices. Donc, c'est plus pour les organismes qui font partie des tables. Donc là, on se parle plus d'organismes famille et de CPE. Si on va à l'autre diapositive, alors c'est quoi Ribambelle de la petite enfance? C'est vraiment une intervention préventive précoce là, auprès des enfants qui viendront à l'école. Ça nous permet de mettre en place des interventions universelles, donc le programme qui va viser à développer là, les habiletés de reconnaissance des émotions, gestion émotionnelle et aussi habiletés sociales et des habiletés là, pour faire face aux événements anxiogènes en fait là, que les enfants peuvent rencontrer au quotidien. La collaboration avec la famille est là tout au long du processus aussi et c'est vraiment d'arriver à ce que les enfants puissent développer toutes leurs capacités adaptatives. Fait que c'est certain que là, les enfants qui ont plus de défis, on va les accompagner davantage. Si on va à l'autre diapo, là, vous avez vraiment comme une espèce de schéma là, qui prend toutes les composantes de l'ensemble du service de la Ribambelle. Fait que si vous regardez plus à gauche, vous avez toute la partie qui est davantage la partie psychoéducative où, puis là, vous voyez le mot dépistage, là, mais c'est parce que l'outil qu'on utilise s'appelle un outil dépistage, mais dans son utilisation et je dirais là, dans ses fondements, on est vraiment plus comme dans tout ce qu'on se dit depuis ce matin, dans de la détection. OK, ce qu'on veut, en fait, c'est être capable d'outiller nos petits cocos qui ont besoin de développer davantage d'outils avant d'affronter, je dirais, le monde scolaire. Fait qu'on est là pour donner sens au comportement. On est là pour voir tous les besoins que peuvent avoir représentés ces enfants-là et pour ensuite être en mesure de mieux soutenir l'éducatrice dans son milieu parce que oui, la psychoéducatrice va dans le CPE,
fait des observations, travaille de concert avec l'éducatrice du groupe et on fait aussi toute l'histoire de vie de l'enfant avec le parent. Donc, il y a vraiment tout un travail de collaboration avec le parent aussi pour venir soutenir les enfants à ce niveau-là. Et là, bien, dépendamment aussi de ce qu'ils ont besoin, il y aura des interventions universelles qui sont déjà faites de par le programme, de par le fait que toutes les éducatrices ont reçu une formation aussi en lien avec ce programme-là. Mais il peut y avoir des enfants qui ont besoin d'interventions plus ciblées qui seront faites effectivement dans le milieu. Puis, évidemment, certains auront besoin d'interventions plus individualisées avec du référencement à ce moment-là à des partenaires comme, par exemple, Agirto ou comme, par exemple, d'autres services professionnels là, qui pourraient être nécessaires pour les aider. Alors, c'est pas mal ça. Vous avez, bon, on reprend ici là, les grandes lignes de la ribambelle. Donc, en aménageant vraiment l'environnement autour de l'enfant, en favorisant toute la concertation autour de l'enfant, en ayant une bonne connaissance de ses capacités, de ses besoins, bien, on est capable là, de mieux l'accompagner là, vers sa transition scolaire, mais en même temps, de lui permettre de s'épanouir dans son groupe aussi, là, dans son 4 ans, dans son milieu de garde éducatif. Merci beaucoup. Et on est déjà rendu à notre 5e panéliste et non la moindre, parce que je pense qu'on en a entendu parler déjà au moins 2 ou 3 fois depuis ce matin de Je me fais une place en garderie. Donc, on a Maud Lalumière qui va venir nous en parler un petit peu plus. Ceux qui ne connaissent pas ça et qui en entendent parler depuis ce matin, je suis certaine, seront très à l'écoute. Alors, bonjour tout le monde. C'est presque gênant, sincèrement, qu'on parle de nous comme ça et ensuite de venir vous présenter. J'espère être à la hauteur de notre réputation. Donc, Maud Lalumière, je suis intervenante à Je me fais une place en garderie depuis 13 ans et plus. Je ne sais plus exactement, je ne compte plus les années. Donc, je peux vous présenter un petit peu l'organisme. Je me fais une place en garderie. On est un organisme à but non lucratif qui est né en 1994 et c'est vraiment... je pense que ce qui est significatif dans les fondements de Je me fais une place en garderie, c'est le fait qu'on est issu de la volonté de parents d'enfants vivant avec un enfant un handicap. Donc, c'était en 1994, hein, c'était toute la vague de fermeture des centres de jour. Hein. On se disait, on sort les enfants des centres spécialisés et on veut que ces enfants aient accès à la fréquentation de milieux de vie, de quartier avec des pairs de leur âge. Et les parents ont ressenti le besoin d'être soutenus dans cette démarche, d'avoir du soutien, de se dire oui, on est d'accord, mais on aimerait avoir de l'aide. Et c'est comme ça qu'est né Je me fais une place en garderie, un petit projet pilote qui finalement, plus de 25, on est rendu à 29 ans plus tard, on est toujours là. Et puis, notre clientèle, c'est vraiment les familles qui ont un enfant âgé de 0,5 ans qui a une déficience motrice. La déficience motrice peut être associée ou non à une autre déficience. On est en petite enfance, on le sait, il y a tellement de retard global de développement, retard non spécifié, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a vraiment beaucoup là, le portrait des enfants qui est desservi par Je me fais une place en garderie peut quand même être très varié, mais il y a cette constante qui est la déficience motrice et les familles doivent habiter l'île de Montréal. Et on l'a vu tantôt même dans les présentations ce matin, l'accès aux services de garde peut s'avérer particulièrement difficile pour les familles qui ont un enfant avec une déficience motrice. Beaucoup de services de garde jugent qu'ils ne sont pas adaptés pour accueillir ces enfants. Donc, c'est beaucoup un travail d'accompagnement de ces familles, justement pour avoir l'accès aux services de garde. Et notre mission découle directement du fait qu'on est issu d'un groupe de parents. Donc, notre mission, c'est soutenir les familles dans leur démarche d'intégration de leur enfant en service de garde. Donc, notre premier soutien va à la famille d'abord et avant tout, et ensuite, on va dire, s'étend au service de garde. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc, notre rôle, étant donné qu'on va vraiment se coller à la trajectoire de la famille. Hein? On fait équipe avec la famille. Donc, notre rôle est très varié parce que notre travail va dépendre
de où en est la famille dans sa trajectoire. Si elle est en recherche, on va l'accompagner dans sa recherche. Si l'enfant fréquente déjà un service de garde, on va plonger avec la famille au service de garde. On va dire, parfait, on va aller vous soutenir. Donc, c'est vraiment varié. Puis notre travail va vraiment s'adapter aux besoins qui sont exprimés, tant par les familles que les services de garde. Mais il y a quand même quelques bases que je peux vous présenter aujourd'hui pour essayer de rendre ça un peu plus clair. Donc, je me fais une place en garderie. Donc, c'est ça. Notre premier rôle de soutien, c'est auprès des familles. Les familles sont notre premier partenaire. Donc, ça veut dire que à chaque pas, à chaque chose qu'on fait, on a ce souci d'aller valider nos interventions avec la famille. Est-ce que ce qui est fait au service de garde, est-ce que les choses qui sont décidées, est-ce que la famille est en accord? Est-ce que la famille, ça répond à ses besoins? Donc, toute cette volonté-là de suivre la volonté de la famille, c'est très important. Et aussi pour soutenir la famille. Beaucoup de familles vont nous dire que c'est une charge mentale incroyable que d'avoir à gérer, coordonner cette inclusion de leur enfant en service de garde, les thérapeutes, la famille, le service de garde. Il y a tellement de choses qui se passent pour eux. Une des choses qui nous disent le plus, les familles, c'est à quel point ça allège leur charge mentale, à quel point ça diminue leur stress, leur anxiété. Ils disent, je suis capable de retourner travailler avec une tranquillité d'esprit parce que vous êtes là. Et il y en a aussi beaucoup qui nous disent, ah, vous m'avez aidé à communiquer les besoins de mon enfant, vous m'avez aidé à prendre des décisions avec assurance. Donc, il y a toute cette volonté aussi de soutenir la famille un peu dans son pouvoir d'agir, de dire que oui, vous êtes apte à prendre des décisions, vous êtes capable, puis on va le faire ensemble. C'est important ce que vous avez à nous dire. Un deuxième volet de notre intervention, évidemment, c'est soutenir les services de garde. Parce qu'une fois que l'enfant fréquente le service de garde, comme disait Béatrice tantôt, c'est pas juste, voilà, il est là, c'est fini, ça continue. Le travail ne fait que commencer. Donc, il y a tout un soutien qui se met en place auprès des services de garde. Et je dirais que la particularité de Je me fais une place en garderie dans son soutien, c'est que on va vivre le quotidien avec les services de garde. C'est fortement inspiré du vécu partagé qui est utilisé beaucoup en psychoéducation. J'ai vu beaucoup de psychoéducatrices passer aujourd'hui. Donc, c'est vraiment inspiré du vécu partagé dans le sens où on va vivre le quotidien, on va vivre les activités, la routine avec les éducatrices, avec le groupe. Et de nos visites, on va être capable d'identifier, encore une fois, en collaboration avec l'éducatrice, quels sont les défis. Qu'est-ce qui pose obstacle à la participation de l'enfant? C'est quoi aussi les bons coups? Qu'est-ce qui va être vraiment facilitateur dans toute cette démarche? Et suite à nos visites, ça nous permet de voir justement qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place pour faciliter, encore une fois, la participation de l'enfant. Et de là vient aussi tout ce travail de collaboration avec les partenaires, donc les intervenants du réseau, parce que quand on observe des choses au service de garde de concert avec l'éducatrice, on se dit, on va aller mobiliser nos partenaires, on va aller chercher de l'aide, du soutien pour... on peut revenir à la diapo précédente. On va aller chercher de l'aide, du soutien pour mettre en place des solutions. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on travaille en collaboration. Puis, il y a beaucoup tout un travail de sensibilisation qui se fait auprès des intervenants du réseau, dans le sens où on veut que les recommandations qui soient fournies au service de garde aient du sens pour l'éducatrice, que pour elle, ça vienne la soutenir dans son rôle, dans son travail d'éducatrice auprès d'un groupe d'enfants. Donc, il y a vraiment dans ce partenariat-là beaucoup de sensibilisation aux réalités et au vécu de chacun. Une volonté aussi d'arriver vraiment avec, je dirais, d'égal à égal. On n'est pas là personne pour être plus haut que les autres. Il n'y a pas un expert par rapport aux autres. Tout le monde, on travaille ensemble. On fait vraiment un travail d'équipe. Évidemment, pourquoi on fait tout ça? C'est quoi notre objectif? Évidemment, c'est pour nous la participation sociale de l'enfant aux routines et aux activités quotidiennes avec son groupe de pairs. Très important pour nous. Donc, c'est ce que vise l'ensemble de nos actions. C'est vraiment la participation sociale de l'enfant qui puisse jouer, manger, dormir, aller jouer dehors, aller au parc, qui puisse vivre la même vie en collectivité que les autres enfants de son groupe à sa mesure. Donc, on va vraiment travailler sur
comme on a vu dans les trajectoires, les obstacles. Quels sont les obstacles qu'on rencontre? Quels sont les obstacles que l'enfant rencontre dans sa participation? Comment on peut adapter? Qu'est-ce qu'on peut faire en sorte? Qu'est-ce qu'on peut changer pour que cet enfant-là puisse avoir une meilleure participation à la vie de groupe? Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'on fait? Je me fais une place en garderie. La réponse qu'on donne le plus souvent, bien, c'est ça dépend. Ça dépend un peu de la situation qu'on rencontre, ça dépend de l'enfant, ça dépend du service de garde, ça dépend de la famille, mais on a toujours cet objectif-là en tête. Je pense que c'est ce qui sous-tend nos actions. On peut changer de diapo. Donc, évidemment, on s'appuie sur certaines choses dans notre travail. Pour nous, très important de travailler dans le respect du rôle et de la mission des services de garde. Donc, le programme éducatif, on essaie vraiment de soutenir l'éducatrice dans sa démarche. Cette démarche dont il a été question ce matin, d'observer, planifier, mettre en place l'action éducative, on essaie de le vivre avec elle pour essayer de la soutenir dans tout ça, mais on veut arriver en continuité. On ne veut pas arriver avec une surcharge ou arriver avec un angle qui serait différent. On veut vraiment se placer en continuité. Aussi, au niveau là, de toutes les directives ministérielles, l'allocation, la mesure exceptionnelle, on fait un gros travail de sensibilisation des familles. Qu'est-ce que c'est l'allocation? À quoi ça peut servir? À quoi ça ne peut pas servir selon le ministère? Donc, vraiment, aider les familles à peut-être des fois réajuster leurs attentes face au milieu de garde. Et évidemment aussi, pour nous, ce qui a été, je dirais, qui a un immense impact sur nos actions, c'est le processus de production du handicap qui justement vient placer la participation sociale au cœur de nos actions et sortir un peu du cadre de la réadaptation. Notre intervention ne vise pas de réparer l'enfant ou de guérir l'enfant. Notre intervention vise à mettre en place un environnement éducatif qui sera favorable à la participation de l'enfant. Donc, c'est vraiment venu beaucoup influencer notre travail. Diapo suivante. Et évidemment, je dirais qu'il y en a été question ce matin, ou cet après-midi, cette approche humaniste, hein, le côté humain de l'approche de « je me fais une place en garderie », je pense que c'est aussi au cœur de nos préoccupations. Ces mots-là que vous voyez, ce sont les mots que des parents et des services de garde ont utilisés pour décrire les intervenantes de « je me fais une place en garderie ». Donc, il y a vraiment ce souci d'avoir une approche humaine, d'être en lien avec les gens, de créer des liens significatifs avec les gens avec qui on collabore, de prendre le temps de... Justement, comme on a parlé aujourd'hui, c'est ces discussions informelles, le fait d'apprendre à se connaître, le fait de vraiment créer un lien qui serait réel, significatif pour arriver à un changement qui ne sera pas imposé, mais qui va être travaillé ensemble, vraiment comme un réel travail d'équipe. Donc voilà, c'est le travail de « je me fais une place en garderie ». Merci beaucoup à tout le monde pour votre présentation. Juste pour expliquer là, à tout le monde la façon que va fonctionner le tour de table, je vois qu'il y a déjà certaines personnes qui ont proposé là, des documents en lien avec leur organisme. On pourra ajouter les autres que vous nous aviez proposés préalablement. Donc, les autres tours du tour de table, là, ce qu'on va faire, c'est que Audrey-Jeanne va nous présenter une première question. Chacun des panélistes va pouvoir là, amener des points. Ce que je vous propose comme fonctionnement, c'est que vous leviez votre main pour signifier votre intérêt de renchérir sur le point de quelqu'un d'autre, mais attendez pas qu'on vous donne la parole. Hein. J'inviterai chaque intervenant qui a terminé, quand on voit quelqu'un lever la main, terminer son point, puis laisser la personne là, renchérir par la suite. Ça va rendre ça un petit peu plus fluide. Les participants, si vous avez des autres participants dans la salle, là, si vous avez des questions, des commentaires qui vous viennent au fur et à mesure, je vous invite à les mettre dans le chat parce qu'il y aura une période de discussion à la fin là, où on va pouvoir revenir sur tous ces aspects-là, puis on ne veut pas oublier là, les questionnements qui nous sont venus au fur et à mesure. Ça vous va tout le monde pour le fonctionnement? Parfait. Je laisse Audrey-Jeanne poser la première question. Ouais, donc, notre première question, c'était dans une optique que vous avez toutes des initiatives hyper inspirantes, puis c'est pour ça que vous avez été invité, puis très diversifié. Hein, c'est tout le temps un angle un peu différent, une petite composante différente. Puis là, on voulait avoir une idée un peu des apprentissages que vous avez réalisés finalement là, au cours des... Là, les années, ça diffère entre 3 et
25 ans, je pense, là, pour chacun d'entre vous. Fait que ma question, c'est si, il y a des gens dans l'auditoire, s'il y avait à mettre en place des actions, puis là, ils voulaient mettre en place des actions avec votre bagage que vous avez là maintenant, ça serait quoi les apprentissages que vous souhaiteriez partager finalement là, à l'audience? On a quelqu'un qui veut se lancer? Je peux me lancer, peut-être. Je peux peut-être vous dire qu'un des premiers apprentissages qu'a fait, je me fais une place en garderie, c'est cette notion de temps et de continuité. Dans les premières années, justement, on se disait, on a trouvé une place en service de garde, l'enfant est intégré, ça se passe bien. Parfait, je passe à la famille suivante. Et on s'est vite rendu compte, justement, et c'est un besoin qui a été nommé aujourd'hui, ce besoin de suivi, de continuité. Les gens nous rappelaient, parce que c'était rendu l'hiver et que les adaptations qu'on avait mises en place devaient être adaptées à cette nouvelle saison, parce que l'éducatrice était partie en congé de maternité et qu'on avait une nouvelle personne. Donc, cette importance d'avoir la possibilité d'offrir une continuité dans les services et puis de prendre le temps, de se donner du temps. C'est tellement ressorti aujourd'hui. Justement, le temps de créer des liens. Je ne peux pas arriver la première visite puis dire à une éducatrice, change ça, ça, ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça dans la collaboration. Justement, toute cette notion d'autonomie professionnelle qui est tellement importante, mais pour arriver à introduire des changements, pour arriver à vouloir mettre des choses en place, il faut prendre le temps de se connaître, prendre le temps d'écouter la personne qui nous accueille, d'écouter c'est quoi ses défis, écouter c'est quoi ses pistes de solutions aussi. Ça demande ce temps, puis ça demande de ralentir un petit peu. On aimerait ça faire les choses rapidement, on aimerait ça arriver avec des solutions, mais ça nous demande de ralentir et de se donner cette disponibilité. Je pense que c'est un des premiers apprentissages qu'on a fait à l'organisme. Je peux me permettre d'ajouter parce que effectivement, la continuité du soutien, comment se le donner? Nous, l'apprentissage qu'on a fait, c'est qu'il faut l'organiser, le soutien pour créer les espaces qui s'en viennent en continuité. C'est donc l'importance d'avoir des démarches, puis dans ces démarches-là, on les organise, ces espaces-là, parce que sinon, le temps passe vite. Il y a beaucoup de choses dans l'action qui fait en sorte que des fois, on réactive le soutien quand il y a un feu à éteindre. Donc, pour être dans une posture préventive puis dans une continuité de soutien, un élément qu'on a appris, c'est d'essayer le plus possible de structurer des moments dans l'année, même si c'est 2 fois, même si c'est 3 fois, mais c'est là pour assurer qu'on aide à avoir une continuité possible. Oui, c'est ça. Oui. À ProEnjeu, ce qu'on a appris, ou en tout cas mis en lumière, c'est qu'il ne faut pas aller, parce que ProEnjeu, on s'entend que c'est avant tout des services de garde, mais les services de garde, lorsqu'on se regroupe, on invite la commission scolaire, on invite le CIUS, on invite les différents acteurs de notre réseau de la petite enfance à se joindre à nous pour essayer de trouver des solutions aux défis qu'on rencontre. Fait que nous, notre regroupement ensemble, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il ne faut pas hésiter d'aller au-delà de notre mission première, chacun des intervenants assis autour de la table. Des fois, il faut sortir de notre cadre, il faut rêver, il faut innover, il faut aller au-delà de ce qu'on connaît, qui nous arrive des fois comme des recettes ou en tout cas des façons de faire. On se permet d'aller toujours un petit peu plus loin, de dépasser les limites de chacune des organisations. Puis c'est comme ça qu'on arrive à trouver des solutions aux différents défis là, qui nous sont présentés. Là. J'irais dans le même sens, en fait. Je pense que de se permettre d'aller au-delà, ça permet d'avoir vraiment des partenariats qui vont se poursuivre, où on établit des liens de confiance, où ça devient beaucoup plus
personnaliser aussi quand il y a des échanges d'informations à faire ou quand il y a du support à apporter. Fait que je pense que l'expertise de chacun est reconnue, c'est moins menaçant, puis ça permet vraiment de créer tout un réseau autour de l'enfant. Moi, j'en ai pas parlé tantôt, mais le programme Ribambelle, il est animé avec des livres de littérature pour enfants et dans les bibliothèques, il y a des présentoirs où on retrouve ces livres-là. Tu sais, fait que c'est vraiment d'aller au-delà. Puis effectivement, il ne faut pas que je me dise, ben moi, je travaille à la commission scolaire, je n'ai pas à faire une liste de livres pour la bibliothèque du quartier. Tu sais, on n'est pas là. On est vraiment, tu sais, à ouvrir et à aller à penser un peu en dehors de la boîte, à être dans de la créativité, mais aussi vraiment de la concertation. Puis moi, ce que je trouve qui est vraiment un moteur, c'est qu'on sent que tout le monde est là pour l'enfant et sa famille. C'est ça qui est le moteur de tous les gens avec qui on travaille, là. Bien, je pourrais me permettre de poursuivre, Sophie, sur ce que tu viens de dire. C'est que je pense que la base de ce qui nous réunit, c'est vraiment qu'on travaille avec la même clientèle, peu importe dans le milieu dans lequel on est employé, que ce soit le service de garde, que ce soit le CIUS, que ce soit l'organisme communautaire, que ce soit les professionnels ou privés. Nous, ceux avec qui on travaille, c'est les enfants de notre communauté, c'est leurs parents. Puis, ce qu'on souhaite, c'est quoi? C'est ultimement, on vise tous à réduire les inégalités sociales et de santé, là. On vise à soutenir plus ceux qui en ont un peu plus besoin, à offrir à tous une opportunité de socialiser, être inclus dans son milieu, participer aux activités. Fait que ça, c'est la base. Puis pour moi, l'enjeu que je vis plus, c'est moi, je suis vraiment du côté santé, services sociaux, mais on est un trait d'union IEP entre les deux réseaux. C'est que pour tout ce qui est des professionnels, des équipes en santé, services sociaux, c'est beaucoup, je dirais, viser le travail avec l'enfant, travail avec la famille. On est plus dans du curatif, on est dans de l'évaluation, on est dans des groupes, mais tout ce qui est le volet prévention, promotion est très difficile à mettre de l'avant et à ce qu'il y ait une place qui lui soit réservée. Puis à ce niveau-là, tu sais, je l'entendais dans l'ergothérapie de première ligne ou quoi, si les gestionnaires ne sont pas à fond là-dedans, ces ressources-là vont être aspirées à faire autre chose. C'est vraiment un risque très, très présent, simplement par la façon dont le système est fait, hein? Pas du tout par mauvaise volonté. Tout le monde est d'accord avec les principes dont on parle aujourd'hui, hein? Ça, je tiens à le souligner. Mais à un moment donné, il faut que les bottines suivent les babines. Bien, ça, pour moi, ça prend un engagement vraiment des gestionnaires. Puis ça, dans IEP, plus on travaille à mobiliser les différents territoires, les différents gestionnaires autour de ça, puis plus effectivement ces ressources-là sont utilisées à ça et non pas à, oups, combler la liste d'attente. Oups, quelqu'un qui est parti en arrêt de travail, donc elle va prendre une partie de ses tâches. Mais là, pendant ce temps-là, tout ce qui est du soutien au service de garde, bien, plouc, plouc, plouc. Hein? Donc, ça, c'est super important. Puis dans ce partenariat-là qu'on fait, c'est essentiel qu'il y ait quelqu'un qui coordonne, qui puisse garder un peu l'esprit du travail dans lequel ça se fait, par exemple, IEP. Puis, de mon côté, au niveau régional, bien, c'est sûr que je tisse des liens très étroits aussi avec le ministère de la Famille, avec les différentes associations, des différents types de services de garde qui sont très actifs sur le territoire de Montréal. Puis, dans le partenariat peut-être plus local, ce qui est essentiel, je pense, c'est de se donner, puis c'est là qu'on rejoint tout ce qu'on disait tantôt dans la continuité, des moments où l'intervenante IEP s'assoit avec le service de garde au moins une fois par année pour dire, bon, ben, on en est où? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on vit des enjeux? Est-ce qu'il y a je ne sais pas moi, une pratique qu'on n'a pas réalisée vraiment, qu'on a modifiée, mais on l'a modifiée, puis ça a vraiment donné des résultats intéressants. Tu sais, de vraiment avoir ce temps-là établi. Et ça peut se faire de la même façon dans un quartier avec les différents services de garde et les différents organismes impliqués avec ces familles-là et avec les services de garde, autant que ce soit CLSC, que ce soit table de concertation ou autre, pour faire un peu
parler de c'est quoi l'offre de service disponible pour les familles, parler de si vous avez des besoins, qui vous pouvez interpeller, dans quel cadre. Donc, ces moments-là dans le temps qui soient fixés, établis avec des objectifs spécifiques, mais maintenus et répétés, c'est ce qui fait que les actions de prévention-promotion prennent leur sens. Mais il faut du temps pour ça. Il faut que ce soit privilégié dans cette optique-là. Mais je pense que Lauriana l'avait nommé aussi. Dans le fond, c'est d'avoir comme une démarche qui est structurée. Ça peut être un facteur de protection pour s'assurer que les services demeurent et qu'on va au bout, qu'on n'est pas toujours juste en train d'éteindre des feux non plus, qu'on va vraiment au bout pour être capable de vraiment, je dirais, dans Ribambelle, dans toute l'approche psychoéducative, c'est de donner le sens au comportement de l'enfant, hein, au final. Puis oui, ça, on va y arriver de par toute l'évaluation psychoéducative qu'on fait, mais du travail de concertation et de collaboration avec tout le regard que l'éducatrice porte aussi sur ce qu'elle observe de l'enfant, ce que le parent, qui est le premier éducateur de son enfant, son regard à lui aussi. Fait que donc, d'avoir cette démarche-là qui est structurée, qui demeure, qui a une certaine souplesse, là. Il ne faut pas être rigide non plus, puis il faut s'adapter là, aux couleurs. On l'a nommé aussi beaucoup toute la journée. Hein? Chaque milieu a ses valeurs propres, sa façon de fonctionner, tout ça, on le sait, hein, il y en a qui vont travailler plus en multi-âge, il y en a qui vont travailler en groupe double, il y en a qui vont... Fait que de là, toute l'importance aussi, ça a été nommé, d'être là dans le milieu, mais je pense que quand on a comme une démarche qui est claire, bien à ce moment-là, on ne vient pas la remettre en question constamment, puis se dire, ben là, il y a d'autres choses, fait qu'on s'en va faire autre chose, on sait d'emblée qu'on va la vivre au complet, ça peut être protecteur, je pense. En tout cas, c'est un apprentissage que nous, on a fait de notre côté. Oui, effectivement, moi, j'abonde tout à fait dans le même sens. Puis souvent, je me fais une place en garderie. On essaie de mettre de l'avant justement cette importance de se rencontrer, de se mettre à niveau une des premières choses qu'on dit aux familles qui nous appellent, qui vivent des difficultés, qui soient desservies ou non par l'organisme, parce que évidemment, on répond aussi au téléphone à des familles d'un peu partout. Avez-vous pris le temps de vous parler, de vous mettre à niveau tout le monde, et des fois, on a tendance à voir, comme je pense, l'exemple qui me vient en tête, moi, c'est les documents pour la location, hein, qu'il faut revoir une fois par année. Et des fois, on a tendance à les voir comme une paperasse dont il faut se débarrasser. Alors qu'en fait, c'est vraiment un moment privilégié pour justement faire ce partage de responsabilités, s'asseoir ensemble, se dire, inclure le parent dans cette démarche, inclure l'éducatrice aussi. Hein, ça, c'est pas nécessaire que ça se passe entre la directrice puis l'éducatrice spécialisée. On peut inclure tout le monde dans cette démarche et en faire une démarche qui est significative pour tout le monde, pour que chacun puisse donner son point de vue, pour que chacun aussi puisse dire, ça, je peux prendre cette responsabilité, ou ça, c'est difficile pour moi, est-ce que j'aurais besoin de soutien, ou est-ce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble comme ça, mais de ne pas juste voir les choses comme une paperasse administrative ou quelque chose qu'il faut faire vite, vite, vite sur le coin d'une table, mais vraiment se dire, non, c'est une responsabilité partagée. Entre tous, puis on va prendre le temps de se départager, puis de discuter ensemble de ce qu'on veut pour cet enfant-là. Très important pour nous. Puis je fais du pouce aussi sur Béatrice, justement, toute cette collaboration avec les professionnels, puis ces cadres. Je pense qu'il n'y a rien qui est aussi désolant ou décourageant des fois pour un milieu de garde de se faire répondre par quelqu'un, ce n'est pas dans mon mandat. Vous l'avez beaucoup nommé. Ah, c'est pas mon mandat, je ne peux pas faire ça. Justement, sortir de nos mandats, vous l'avez nommé, la créativité, c'est tellement important. Puis de ne pas se dire, bon, c'est quoi mon mandat, mais de se dire, c'est quoi le besoin et comment je pourrais y répondre. Je pense que c'est très important, effectivement, dans cette démarche de collaboration. Surtout, je repense à ce que Gabrielle nous présentait un peu plus tôt avec cette collaboration avec les professionnels de l'externe, qui est beaucoup ce que fait Je me fais une place en garderie parce que nos enfants ont des diagnostics et ont des suivis la plupart du temps. Donc, dans toute cette collaboration, d'aller chercher ce soutien-là, mais pour qu'il soit significatif, encore une fois, puis qui réponde à des besoins réels dans le milieu de garde, dans un milieu de vie qu'est le service de garde. Donc, voilà. Puis par rapport à ce que tu viens de dire, Maude, quand tu dis c'est pas mon mandat et tout ça, ce que je trouve intéressant
si on veut mettre une initiative sur pied pour rapprocher et mieux soutenir les services de garde pour l'inclusion, pour l'ensemble des enfants, c'est vraiment, si on est en mesure que soi-même, comme organisme ou établissement, on fasse un volet, mais de s'assurer que l'ensemble des mandats puis des rôles puissent être couverts. C'est-à-dire, autant quand on pensait tout à l'heure à ce qui est plus universel, donc ce qui est plus du soutien de la formation, je dirais, accessible à tous ceux qui le souhaitent ou en ont besoin, mais aussi de pouvoir ensuite faire plus de l'accompagnement dans le groupe lui-même, ce qui est vraiment, je crois, la portée, puis c'est ce que les différentes initiatives documentées qu'on nous a présentées aujourd'hui démontraient. C'est l'accompagnement qui amène la meilleure, je dirais, conviction pour l'éducatrice de faire de l'inclusion et qui l'amène à un meilleur sentiment de compétence et donc d'ouverture à faire ce travail-là avec les enfants. Fait que dans IEP, on puisse faire un peu l'ensemble de l'œuvre. Je pense que ça, c'est une force puis un apprentissage, mais qui est toujours pas à renégocier, mais à remettre au goût du jour parce que ça devient facile que ça tombe dans un service de garde d'appel puis dit « Ah! Hey, là, le petit Jérémy, là, je ne sais plus quoi faire. » là. Puis oui, mais vous avez jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a été réalisé, tout ça, puis là, un petit recul, ou inversement, un service de garde qui appelle alors qu'il n'en peut plus, tu sais, puis il a essayé plein de choses, mais ils ont essayé beaucoup de choses en vase clos, alors que peut-être qu'un peu plus d'air avec d'autres partenaires aurait permis d'être moins épuisé aussi. Tu sais. Puis ça, c'est le partenariat, oui, qui va faire ça. Puis la communication facile, le maintien d'une ressource, d'une coordination qui peut être présente, là, vraiment. Donc, l'accès aux différents types de services, puis la coordination présente, disons qu'il n'y ait pas d'absence prolongée de personnel. Un peu dans le même sens, tu sais, la formation puis l'accompagnement, ça, c'est l'apprentissage qu'on a fait. Plus il est proche de quand la personne vit le besoin, vit l'inquiétude, mais plus ça a un effet, je me sens pas tout seul, et deux, il y a un transfert d'apprentissage qui se fait plus aisément. Fait que c'est pas facile à répondre, mais nous, c'est l'apprentissage qu'on le voit. Plus le soutien peut être possible dans de l'accompagnement, dans du vécu partagé, dans des réflexions partagées, mais proche de ce que l'éducatrice ou l'intervenante ou le parent vit, plus ça a ses effets, effectivement. Fait que des fois, c'est essayer d'avoir des possibilités d'adapter. On l'a vu dans la présentation précédente, comment elle adaptait ses capsules selon les besoins, tu sais, parce que c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est là qu'ils sont en train de vivre l'habillage. Fait que plus tu as un lien avec ce qu'elles sont en train de vivre, plus ça fait sens pour les personnes. J'ai le goût aussi de mentionner, dans le regroupement dans lequel je représente aujourd'hui, je pense qu'il y a un élément aussi qui ressort, c'est, vous avez nommé prendre le temps, se connaître, se reconnaître comme professionnel, mais aussi d'être vulnérable. J'ai le goût de dire, de laisser transparaître, là, c'est quoi notre réalité, le défi concret qu'on vit. On a osé nommer dans le cadre de ces rencontres-là, par exemple, on vivait des difficultés, nous, avec la disponibilité des orthophonistes sur le territoire. Il manque d'orthophonistes, il y avait trop d'enfants. Bien, trop d'enfants, c'est pas comme ça que je devrais le dire, mais il y avait beaucoup de dossiers qui se retrouvaient dans les caseloads de nos orthophonistes. On a dû, encore une fois, je leur nomme, sortir un peu puis à user de créativité. Comment on va faire pour prendre des enfants, par exemple, qui ont besoin de francisation? Lorsqu'on les met présentement dans les dossiers de suivi en orthophonie, ça rallonge la liste d'attente, ça augmente le nombre d'enfants qui doivent être vus en orthophonie. Quand la famille ne sera pas bien, je vais le dire comme ça, mais pas bien accompagnée dans ce service-là parce que ce n'est pas ce service-là dont ils ont besoin. Donc, de se permettre d'être vulnérable pour être capable d'être en mesure d'aller un petit peu toujours plus loin,
puis d'inventer une nouvelle façon de faire. Fait que nous, c'est ce qu'on a osé se permettre. Je trouve que ça prend beaucoup de courage pour oser être vulnérable en partenariat. Puis c'est peut-être aussi dans cette optique-là que pour nous, le savoir-être dans le partenariat est tellement important. De se considérer, on est des êtres humains en relation d'abord et avant tout à travers ça, dans ce partenariat. Puis si j'arrive avec mes gros sabots, peut-être que l'autre n'osera pas nécessairement me parler de sa vulnérabilité puis me décrire ses réelles difficultés. Ça arrive souvent que si je fais juste appeler un service de garde, la réponse que j'ai, c'est « tout va bien ». Mais quand je me rends sur place, c'est très différent parce que là, on est dans le vécu, on est ensemble. Elle me raconte sa fin de semaine, puis après ça, elle me raconte qu'elle vit telle difficulté avec l'enfant parce qu'on a créé un lien. Mais de réaliser que la façon dont je me présente, la façon dont j'approche les services de garde, la façon dont j'approche les familles est tellement important. Puis de se dire aussi que quand j'arrive en service de garde, je change la réalité du milieu. Moi, je viens changer, je deviens un ingrédient de plus dans ce qui se passe dans le milieu et ça se peut que les enfants soient beaucoup plus agités simplement parce que je suis là. Donc, de tenir compte que je fais partie des solutions, mais je peux aussi faire partie des fois des défis, ma présence, puis en fait, c'est ça, c'est d'avoir conscience de l'influence que j'ai quand j'arrive dans ce partenariat, puis que si j'arrive avec une attitude où je suis déjà préoccupée parce que je viens de vivre quelque chose, j'ai pas fait le ménage un petit peu, peut-être que la directrice, l'éducatrice n'osera pas me partager ce qu'elle a réellement besoin de me partager cette journée-là. Donc, cette importance du savoir-être dans la relation, c'est vraiment quelque chose qui est mis de l'avant à l'organisme et quelque chose qu'on travaille entre nous en équipe, justement avec toute une démarche réflexive qu'on se fait régulièrement dans des rencontres d'équipe pour parler de nos approches, parler de nos attitudes, puis aussi même à travers la formation continue en tant qu'équipe. Ce sont des choses qu'on va chercher régulièrement. La communication bienveillante, tous ces éléments-là qui sont tellement essentiels que parfois, par souci d'efficacité, on peut peut-être oublier, mais d'y revenir, c'est tellement important dans ce partenariat. C'est ce qui permet d'avoir des contacts qui sont authentiques, je crois. Bon, il y a tellement de beaux points qui ont été nommés dans ce tour-là. J'ai entendu parler de la continuité, de s'ouvrir à aller au-delà de notre mandat, peut-être être capable d'ouvrir un petit peu ses perspectives, d'avoir du temps réservé, une démarche structurée. Il y a vraiment plein de points communs qui sont super intéressants. Avant qu'on poursuive, parce que je suis sûre que vous avez plein d'autres belles expériences à nous partager, et avec le deuxième tour aussi, j'aimerais ça ouvrir un petit peu, là, s'il y a certaines personnes dans la salle qui ont des questions sur une des 5 initiatives, sur l'expérience qu'ils vivent, sur des points qu'ils ont portés. Est-ce qu'on a des gens qui voudraient casser la glace? Parce que là, le but, c'est d'avoir une discussion. Je vais être patiente. Moi, je peux me lancer. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis il y a quelque chose qui semble être un fil conducteur dans toutes les initiatives, c'est vraiment la collaboration. Tout le monde parle de collaborer, de mieux collaborer, de plus collaborer, de structurer la collaboration, puis on se rejoint tous là-dedans. Mais j'aimerais ça savoir pour vous, tu sais, c'est quoi, là, je mets mon chapeau de recherche un peu, qu'est-ce que vous trouvez qui facilite la collaboration entre tous les acteurs, puis c'est quoi les choses qui rendent ça vraiment plus difficile pour vous, puis est-ce que vous vivez toute la même réalité dans cette collaboration-là ou, tu sais, de vos particularités, vous avez des réalités différentes? Tu sais, moi, je suis vraiment curieuse aussi. Je peux me lancer. Je vais être rapide, Lauriana. Dans le fond, je pense que ça dépend de quelle collaboration on parle. Parce que si je parle de la collaboration entre les intervenantes IEP puis les services de garde, c'est une collaboration qui se bâtit souvent autour de, il y a eu une situation qui s'est présentée, ils ont travaillé toutes sortes de choses, le service de garde font appel à IEP, puis là, bien tranquillement, des actions s'installent, l'intervenante va observer, va parler avec le parent, il y a des PSI, plans de services individualisés, donc, qui sont réalisés les 3 ensemble, puis là, on accompagne l'éducatrice, mais là,
tout ce processus-là dans le temps, ben, il se fait aussi par des discussions de garde de porte, par Ah, en passant, je t'appelle parce que là, je réalise que telle chose. Puis comme l'intervenante IEP est aussi pour les services de garde qui sont qui ont le protocole d'entente, il y a aussi ce lien-là qui va se faire de cette façon-là. C'est comme ça, je pense, que ça fonctionne bien, parce que le lien est nourri par les besoins, par les occasions d'intervention conjointe qui se présentent. Là où c'est peut-être plus difficile, c'est quand des fois une éducatrice peut nommer un besoin, mais la direction ne va pas nécessairement dans cette optique-là, ou inversement, où là, la gestion va dire, ben, tu sais, clairement, mon équipe a besoin de ça. Puis, ben, finalement, quand on discute avec les éducatrices, c'est pas tant ça qui est perçu ou nommé. Fait que, tu sais, de communiquer ensemble tous les mêmes besoins et rôles, souvent, ça peut être un frein et des fois aussi, on est perçu comme étant les experts qui viennent dire quoi faire, qui sont décalés. Oui, mais moi, je travaille dans un groupe, je ne travaille pas pour un enfant. Fait que, tu sais, il y a toutes ces perceptions-là qui sont à discuter ensemble pour que ça devienne plus facile, mais qui peuvent être aussi l'obstacle au départ. Puis là, tu rajoutes la collaboration avec le parent qui n'est pas au même endroit nécessairement que l'éducatrice, puis que là, le service de garde peut avoir l'impression que le parent ne se mobilise pas, mais le parent, il vit peut-être complètement autre chose ou est complètement paralysé par ces réalisations-là. Tu sais, bon, fait que pour moi, la collaboration vient beaucoup avec la communication de ce qu'on est capable de partager ensemble, puis de partir d'un point commun, là. Présentement, moi, j'ai l'impression que le défi majeur pour la collaboration, parce que pour collaborer, il faut être ensemble, c'est la disponibilité. C'est assez fascinant comment les milieux, ils ont des besoins, ils veulent, mais là, trouver un temps, j'ai un roulement de personnel, fait que c'est difficile, surtout le personnel éducateur. C'est effrayant. On avait des modalités de soutien où on accueillait le personnel éducateur dans des moments d'échange, tout ça. On a essayé le matin, le soir, le midi. Il y a vraiment une réalité, je trouve, la disponibilité des gens. On essaye de mettre des rencontres, plan de soutien au développement. Il y a une autre ressource. On a un doodle là, long là, de 14 pour trouver un moment. Fait que moi, je trouve, parce que collaborer, échanger, il faut être ensemble. Fait que c'est d'organiser ces moments-là. Ça a toujours été un enjeu, mais j'ai l'impression depuis quelques années, c'est un des enjeux majeurs. Considérant cet enjeu-là à pro-enjeu, puisqu'on est principalement des gestionnaires qui sont assis ensemble, bien, vous allez comprendre que quand il y a une pénurie de main-d'œuvre, ça se reflète directement sur notre travail. Il n'est pas rare qu'on est cuisinière, éducatrice, etc. Donc, nous, ce qu'on s'est doté comme moyen pour essayer de poursuivre notre mandat et notre mission, bon, ben, c'est sûr que les gens qui participent aux rencontres doivent avoir un pouvoir décisionnel. Donc, il ne faut pas attendre après que la personne, par exemple, qui représente le CIUS ait cherché des avals de sa chef ou coordonnatrice ou la personne qui vient s'asseoir avec nous à Pro-Enjeu, elle a un pouvoir réel décisionnel dans les actions qui vont être entreprises. Puis, en tout cas, je croise les doigts là, parce que jusqu'à présent, ça fonctionne quand même bien. On est aussi solidaire des décisions. Donc, pour une raison ou une autre, une journée, je ne suis pas présente à cette rencontre-là. Il y a des décisions qui sont prises. Bien, les membres adhèrent et on participe à développer autant que possible se peut l'action pour qu'elle soit fidèle puis rejoigne l'ensemble des membres. Mais c'est deux éléments qui ont été quand même assez importants dans notre fonctionnement. Donc, d'être décisionnel, mais aussi solidaire des actions ou des actions qui ont été entreprises.
Moi, je répondrais à ça qu'il y a vraiment différents niveaux de collaboration aussi. Tu sais, la collaboration, je regarde avec Ribambelle là, de la psychoéducatrice qui se rend dans le milieu, dans le CPE, puis tout ça, qui collabore vraiment avec l'éducatrice, avec la conseillère pédagogique. Là, il y a quelque chose qui s'établit de par, comme me disait, je pense que c'est Maude, l'importance d'être dans le milieu, d'y aller, de créer son lien. Nous, les milieux nous ont demandé cette année de fournir une espèce de canevas ou de calendrier là, que dans la démarche Ribambelle, de voir à quel moment on aurait besoin de libérer l'éducatrice pour qu'elle puisse rencontrer la psychoéducatrice. Fait que là encore, c'est pas figé dans le temps, c'est pas, mais ça permet de voir venir, tu sais, ça permet au milieu de s'organiser. Fait que ça, c'est des genres de choses, tu sais, quand on dit être à l'écoute des besoins d'un de l'autre pour être capable de faciliter. Alors, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Mais à un autre niveau, moi, je travaille au centre de service là, vraiment très, très, très étroitement avec l'agente de développement en première transition scolaire. Et c'est elle qui siège sur toutes les tables de concertation en petite enfance. Donc, à ces tables-là, il y a aussi des échanges où il y a des discussions en lien avec Ribambelle de la petite enfance, selon justement les besoins des milieux, selon... et puis, donc, après ça, ben, nous, on va travailler étroitement pour essayer de voir puis répondre s'il y a des nouveaux besoins qui surgissent. Nous aussi, là, les formations au personnel éducateur, c'est donné de soir là, cette année, puis pour justement faciliter le fait que c'est difficile de remplacer et tout ça. Fait que je pense qu'il y a vraiment comme différents niveaux de concertation et de collaboration. Et puis, quand tout le monde à ces différents niveaux-là, je reviens avec l'idée, remet l'enfant au centre, en fait, hein, puis la famille au centre, ben, je pense qu'on est capable là, de venir à bout de maintenir ce partenariat-là et puis qu'il réponde aux besoins de chacun des milieux. Puis, je dirais aussi, une des choses qu'on ressent souvent le besoin de faire, c'est de revenir aux attentes de chacun dans la collaboration. Quelles sont mes attentes? Quelles sont les attentes du parent? Quelles sont les attentes de l'éducatrice? Quelles sont les attentes des intervenants du réseau? Et encore une fois, de prendre le temps de bien clarifier le rôle, la mission de chacun. Si le parent, dans sa collaboration, s'attend à ce que le service de garde mette en place des interventions spécialisées auprès de son enfant parce qu'il est en attente au réseau, puis ça va prendre 2 ans avant qu'il y ait des services, peut-être que le service de garde ne pourra pas répondre à cette attente-là du parent. Donc, de vraiment prendre le temps de communiquer les réalités de chacun, parler de nos attentes, ouvrir un peu cette boîte de Pandore, puis se dire, OK, quelles sont nos attentes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Puis vraiment de prendre le temps de se sensibiliser aux réalités des autres, parce que nous, dans la collaboration, on voit une immense différence quand on collabore avec un thérapeute qui s'est déjà déplacé en service de garde, a vu la réalité de l'éducatrice qui a son groupe de 8 enfants de 18 mois. Puis quand on demande de faire des massages à la sieste, c'est peut-être pas réaliste pour sa réalité. Tandis que le thérapeute qui travaille, par exemple, en première ligne à Sainte-Justine ou au Children's, n'a pas le droit de se déplacer en milieu de garde. C'est sûr que sa collaboration, que ses attentes, que ses recommandations vont être complètement différentes parce qu'il n'a jamais vécu cette réalité-là. Donc, vraiment prendre le temps de s'en parler, puis de s'entendre, puis de pas oser, en fait, d'oser nommer oui, c'est possible ou non, c'est pas possible dans ma réalité. Puis des fois, c'est ce qui est difficile, d'oser dire non, puis dire je ne peux pas faire ça. Merci beaucoup. J'entends beaucoup d'être clair et transparent. Ça fait une couple de fois que tu nous le ramènes aussi, j'ai l'impression, Maude, d'oser aussi être quelqu'un d'autre, parler, de montrer ses petites failles aussi, puis quand on a besoin. Fait que oui, c'est très intéressant. Juste pour dire, il y a une question aussi dans le clavatage, si vous voulez regarder d'un œil, là, puis répondre, je vois que Béatrice a répondu. Je vais quand même lancer le deuxième tour de discussion pour qu'on ait une période aussi d'échange après. Le deuxième tour, en fait, ma question serait plus sur maintenant qu'on a parlé de tout ce que vous avez appris, un peu comme dans vos expériences passées. Maintenant, on se projette dans le futur. Pour vous, ce serait quoi les prochaines étapes là,
pour soutenir davantage l'inclusion des tout-petits en milieu de garde. Ça peut être des actions là, pour votre organisation, pour vous personnellement, ou ça peut être même collectivement, là, en tant que un petit groupe ici intéressé, mobilisé. Clairement, il y a eu plein de monde qui ont fait des présentations très inspirantes. Fait que ce serait quoi pour vous les prochaines étapes là, à entreprendre? C'est une grosse question. Bien, je peux me lancer. Nous, avec Ribambelle, on en a parlé, je me souviens plus, on a tellement entendu plein de belles choses aujourd'hui, là, mais il y a quelqu'un qui a parlé particulièrement des organismes communautaires, familles, des haltes garderies, là, je me souviens plus dans quelle présentation, mais ça fait partie vraiment de nos préoccupations. Ce sont des organismes qui siègent aux tables de concertation 0-5 ans. On s'est toujours dit qu'il y avait avoir accès à Ribambelle de la petite enfance, puis tout ça. Alors oui, quand il y a un enfant qui a 4 ans, qui s'en vient à l'école l'année suivante, la psychoéducatrice va aller offrir des services. Mais comment rejoindre de façon plus universelle les enfants qui fréquentent ces milieux-là? Comment on veut regarder peut-être pour voir si notre programme ne pourrait pas être animé en diade par enfant, parce qu'on sait que souvent dans ces milieux-là, il y a des ateliers par enfant qui ont lieu, puis tout ça. En tout cas, fait que moi, ça fait partie, on a eu, historiquement, là, c'est arrivé, ça va être la 3e fois qu'on a une subvention particulière là, qui est conjointe du ministère de l'Éducation et du ministère de la Santé et des Services sociaux l'an prochain. Et ça fait partie là, des objectifs qu'on a là, de peaufiner un petit peu plus là, pour être capable de rendre Ribambelle la petite enfance plus facilement accessible, en fait, là, dans ces milieux communautaires. C'est une demande qu'on a depuis plusieurs années. Fait que, je réponds à la question de façon très, très, très concrète là, pour nous, mais je pense que oui, quand on parle de venir rejoindre le plus d'enfants vulnérables possible, il faut vraiment bâtir des ponts avec ces organismes-là, tout à fait. Alors, nous, ça fait partie des choses qu'on veut mettre en place là, pour l'an prochain. Là. Je pense qu'une des choses qui ressort beaucoup, puis je trouve qu'aujourd'hui, c'est un bon début à tout ça, c'est les connaissances. Il y a de très belles initiatives régionales. On a parfois tendance à travailler en silo, à travailler un peu chacun de notre côté des initiatives, mais je pense que de mettre en commun nos bons coups, mettre en commun aussi des fois les choses qu'on a essayées qui ont moins bien marché, si d'autres peuvent se dire « Ah, ben tiens, je ne ferai pas cette erreur-là », mais de travailler en commun et de se permettre de partager justement, puis de s'inspirer les uns les autres. Je trouve ça extrêmement important pour justement faire avancer la cause de l'inclusion. Puis, à cet égard, je sais que je me fais une place. Nous, dans le prochain mois, on va organiser une journée de réflexion qui regroupe plein d'organismes, familles, pour se demander ensemble qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, organismes communautaires, hein, quel est notre pouvoir d'action dans cette problématique de l'inclusion? De se dire comment on peut mieux soutenir les familles dans leur démarche, qu'est-ce que nos membres nous racontent comme obstacle, puis comment on peut les soutenir, mais justement, de travailler ensemble à trouver des solutions, puis d'accepter que ça ne se fait pas du copier-coller d'un milieu à l'autre. La réalité de Montréal n'est pas la réalité de Sherbrooke. On ne peut pas faire du copier-coller sur l'ensemble de la province. Oui, on peut avoir peut-être une ligne directrice commune, savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on défend, qu'est-ce que c'est pour nous l'inclusion, mais ensuite accepter qu'il y ait des initiatives qui répondent aux réalités de chaque région et qu'on soit capable d'avoir la flexibilité de s'adapter aux différentes réalités. Je ne pourrais pas m'attendre à ce que je me fais une place en garderie qui se déplace. On se déplace dans une centaine de services de garde cette année. On est une équipe de 7. Ça ne pourrait pas avoir lieu dans un endroit, de la même façon, dans un endroit où les services de garde sont à 50 km les uns des autres. Là, ça ne serait pas la même réalité. Il y a une densité de population à Montréal, mais qu'est-ce qui, dans le modèle de Je me fais une place, peut inspirer d'autres initiatives?
partageons-les, puis inspirons-nous les uns les autres, là. Je pense que c'est tellement important. Désolée, je ne trouvais plus mon bouton. Je pense que dans le cas plus spécifique là, pour le programme intervention éducative précoce, c'est vraiment, il y a tout un travail qu'on a fait dans notre communauté de pratique pour les intervenantes sur le territoire en lien avec comment l'inclusion, de quoi on parle quand on parle du programme éducatif, parce que, en santé et services sociaux, ce n'est pas l'outil de référence. Fait que, déjà, se familiariser avec ça. Ensuite de ça, quand on parle d'inclusion, de quoi on parle finalement? Parce que dans les pratiques que les intervenantes IEP utilisent, elles le font. Ça se fait tout seul. Mais finalement, de revenir à de quoi on parle, qu'est-ce que c'est, je pense que ça va être à poursuivre. Et tout ce qui est justement, Lauriana y a fait référence plus spécifiquement, mais tout ce qui est l'approche réflexive qui est, somme toute, l'intervention clinique pour n'importe quel professionnel en santé et services sociaux, de faire l'évaluation, de faire un plan d'intervention, de faire l'intervention, de faire ensuite le bilan des actions. C'est ça l'action éducative aussi. On parle de la même chose, mais d'avoir un langage plus commun. Fait que ça a été bien amorcé, puis je pense que ça porte fruit vraiment de manière très intéressante pour faciliter la collaboration en lien avec la question précédente. Puis, je pense que de s'assurer qu'il y ait vraiment le volet coaching, accompagnement qui puisse se faire toujours, qu'il soit maintenu et ou bonifié dans le cadre du IEP, c'est essentiel parce que c'est ça qui porte fruit. C'est ce qu'on entendait d'ailleurs aujourd'hui. Puis collectivement, pour faciliter, à mon avis, l'inclusion, c'est que si on met du temps et de l'argent réservé, dédié à la prévention, promotion pour le développement des enfants dans les services de garde éducatifs à l'enfance, on est dans un processus d'inclusion, à mon avis. Fait que pour ça, par contre, il faut que ce soit dédié à ça. Que personne puisse venir manger dans ce gâteau-là. Ce gâteau-là, c'est de la prévention-promotion. C'est tout. Et si on veut manger un autre gâteau, on en fait un autre. Fait que ça, pour moi, c'est essentiel. On ne peut pas passer à côté pour arriver à des milieux inclusifs, que ce soit accessible à tout le monde. Effectivement, les prochains pas, nous, c'était les besoins criants qu'on entend au niveau des ressources. Fait que c'était qu'est-ce qu'on peut développer pour être dans de l'accompagnement, être dans les milieux, s'assurer qu'on puisse développer des services adaptés aux besoins. Donc, soutien aux enfants qui présentent des besoins particuliers, édition spéciale qui s'en vient, avoir un accompagnement pour l'équipe de gestion à réfléchir comment structurer, avoir une démarche, avoir une politique. On sait que c'est des éléments gagnants pour donner des espaces d'accompagnement et en parallèle ou en même temps, des modalités plus pointues au niveau du personnel éducateur. Fait que avoir comme une approche là, qui est plus systémique là, pour soutenir les milieux qui accueillent les enfants qui ont des besoins particuliers. Le soutien demeure un enjeu qu'on entend beaucoup des milieux. C'est une des préoccupations qui serait à réfléchir, en tout cas qu'il faut entendre, ce besoin criant des ressources des milieux. Ça pourrait être vraiment être intéressant de partager les solutions de soutien parce qu'effectivement, c'est un élément là, assez présent présentement dans les services éducatifs, ce besoin de soutien. Peut-être pour faire du pouce un peu sur ce que tu dis, Lauriana, nous, à Pro-Enjeu, vous savez, hein, les services de garde, on n'est pas les entités les plus riches non plus, là. Puis, ce qu'on souhaite poursuivre puis accentuer, c'est mutualiser nos services.
Donc, par exemple, avec un OBNL de la région qui travaille auprès des familles et des enfants en grand besoin, on se partage une ressource de psychoéducatrice, d'orthophoniste. Donc, cette ressource-là est à mi-temps pour l'OBNL et est à mi-temps pour Pro-Enjeu. Et là, Pro-Enjeu, il faut entendre, c'est tous les membres de Pro-Enjeu. Par exemple, moi, je suis un membre utilisateur de Pro-Enjeu. J'ai accès à un orthophoniste qui est embauché par la ressource de l'OBNL de ma région, mais je vais, en guillemets, acheter des services à un taux préférentiel parce qu'on est une grande quantité de membres qui fait que nous, c'est vraiment la mutualisation de nos services entre les différents membres de Pro-Enjeu qui vont nous permettre de j'ose dire, pallier à cette pénurie de main-d'œuvre-là, ou en tout cas conserver des ressources chères pour nous dans nos réseaux respectifs pour pas que ça disperse ailleurs. Dans les prochaines étapes, là, c'est ça qui est comme plan de match prévu pour nous. On a trouvé ça très inspirant, cette notion de mutualisation, quand on a découvert ce que vous faites. Puis, pour faire du pouce, j'ai un projet qu'on a, je me fais une place en garderie. On espère, on est en étude de faisabilité présentement pour le développement d'une matériathèque, donc d'un service de prêt de matériel pour les familles et services de garde. Et on espère, on est en train d'évaluer comment on peut le réaliser. Et c'est sûr qu'on aimerait le réaliser en commun avec des partenaires parce que justement, le matériel, pour les enfants qui ont une déficience motrice, ça coûte extrêmement cher. Une chaise pour un enfant peut coûter jusqu'à 1 900 $. C'est presque la totalité de la subvention matérielle dont le service de garde dispose. Il ne reste plus rien après. Donc, on a ce souhait-là d'arriver de plus en plus à répondre à ce besoin des services de garde pour justement diminuer peut-être un peu les coûts au niveau de l'achat de matériel pour les services de garde pour donner envie justement d'accueillir des enfants qui ont peut-être besoin d'un peu plus d'adaptation au niveau de l'environnement et faciliter parce que même si on a l'argent, les délais en ce moment, ça peut prendre jusqu'à 6 mois recevoir une chaise qu'on a commandée, mais je ne peux pas attendre 6 mois avant d'intégrer cet enfant dans mon service de garde. C'est quoi? Il va retourner chez lui à tous les midis parce qu'il ne peut pas manger, parce qu'il n'y a pas la chaise adaptée. Ça ne marche pas. Donc, c'est un des projets qu'on a. On est en étude de faisabilité en ce moment, puis on espère réussir. Et on a vraiment cet esprit de mutualisation en tête là, quand on pense à ce projet-là. Donc, on a trouvé ça très inspirant. C'est sûr qu'on va aller voir un petit peu plus qu'est-ce que vous faites et comment vous fonctionnez. Et ça va faire plaisir, Maud, parce qu'entre autres, justement, ça n'est un item qu'on a mutualisé, la matériathèque. Donc, c'est des éléments qu'on, c'est peut-être pas parfait, mais qu'on tente là, de bonifier là, au fil du temps. Une petite question sur la mutualisation des services, parce que Cynthia, tu ne nous en as pas parlé, je pense, dans ta présentation. Ça vous donne accès à combien de services, une ressource à temps partiel, tout ça, à quoi ça peut ressembler en termes de soutien pour un milieu, là, par exemple? Bien, moi, je vais dire c'est vraiment variable. C'est chacun des milieux qui va y aller en fonction de ses besoins. Moi, par exemple, mon organisation, j'ai 2 installations, je couvre 140 places au permis. L'orthophoniste est venue souvent, la psychoéducatrice aussi est venue souvent dans mes milieux, mettons dans la dernière année. Je pense qu'on a reconnu plus que 22 enfants en besoins particuliers là, dans nos installations. Fait que tu comprends que cette ressource-là a été utilisée. On a également utilisé une ressource qui est une ergothérapeute. Puis on l'a utilisée pour adapter, pas uniquement pour le service offert aux familles, mais on l'a aussi vu dans une optique de santé-sécurité pour les employés qui travaillent avec des enfants en besoins particuliers. Souvent, on est dans des postures où on est en torsion, on a des poids, des charges supplémentaires à porter. Donc, on a utilisé, c'est-tu le bon terme? Peut-être pas, mais on a demandé à la ressource de nous accompagner, la ressource en ergothérapie, de nous accompagner aussi avec le volet santé-sécurité au travail. Donc, pas uniquement
C'est sûr que les retombées sont aussi pour l'enfant et sa famille, parce que l'éducatrice qui a plus de stabilité, qui demeure plus longtemps dans le groupe, en tout cas, hein, on a échangé là-dessus toute la journée. Là, vous comprenez que c'est des éléments qui sont importants pour l'inclusion des enfants là, dans nos services. Mais mutualiser, c'est à plusieurs. J'aurais peut-être pas pensé, si Maud n'avait pas nommé la matériathèque, j'aurais peut-être pas pensé nommer que ça aussi, ça fait partie des éléments qu'on mutualise. On va aussi tenter de faire émerger dans chacune de nos corporations nos ressources professionnelles. Comme par exemple, nous, à Hop-la-Vie, on a une directrice adjointe qui est aussi psychoéducatrice. Puis, elle, son expertise, c'est la transition scolaire. Donc, elle offre du soutien, du support dans les autres milieux qui adhèrent à Pro-Enjeux par rapport à la transition scolaire. C'est un autre projet. J'ai l'impression des fois que j'aurais besoin de vous parler pendant bien longtemps pour vous expliquer toutes les initiatives. Puis, on est quand même serré dans le temps, mais on essaie de faire émerger des initiatives des professionnels au sein de notre réseau pour que, par exemple, un autre membre n'ait pas à développer cette même expertise-là. Si elle existe déjà, par exemple, dans notre établissement, on essaie de partager cette information-là. J'espère que j'ai été claire pour te répondre, Gabrielle. Oui, très clair. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions sur les services qui sont offerts dans les différentes initiatives. Sinon, je reviendrai à la question qui a été posée tout à l'heure par Julie Taillefer. Il y a déjà Béatrice qui lui a répondu dans le chat, mais probablement que les autres auraient aussi des pistes de réponse pour cette question-là. Je lui demandais quelle serait, selon vous, la première étape à faire lorsqu'on veut débuter un projet de soutien ou d'accompagnement comme vous l'avez fait dans chacune de vos initiatives. Fait que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus macro, là, si on veut partir un organisme ou un projet peut-être à un peu plus large échelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se mouiller? Le point de départ, c'est sûrement un besoin identifié. Fait que c'est comme cette compréhension commune d'un besoin. Un peu comme les LUS Cynthia, il y a comme des besoins qu'on discute, puis là arrive comment on peut y répondre collectivement ensemble, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quel genre de démarche. Un peu comme Béatrice avait répondu dans le chat, c'est cette analyse là, commune d'un besoin, puis qu'il y ait une compréhension, puis une volonté commune là, de trouver une façon là, de l'adresser. Une volonté parce que ça va demander du temps. Il y a quelqu'un qui l'a nommé, hein? Je pense que c'est Maude qui a repris ça. Il faut prendre le temps et ça va demander des ressources. Il faut être capable de dégager des ressources humaines pour se pencher là-dessus puis prendre un temps de réflexion pour pas justement venir juste mettre un 10 échelons rapide puis se dire bon, tu sais, ou éteindre un feu rapidement. Alors, la ribambelle, ça a été au départ une psychoéducatrice qui a vraiment réfléchi à partir de tous les besoins qui étaient vus, qui étaient documentés. Puis après, ribambelle de la petite enfance, c'est vraiment au départ, la table de concertation Vallée des Patriotes, mais qui est allée chercher du financement, là, parce que les psychoéducatrices qui vont en CPE, ce n'est pas le centre de service scolaire qui les paye, là. Alors, il y a eu à travers les années différents organismes. Là, présentement, c'est l'IRCM, mais quand on parle de défis, ça aussi, ça a été mentionné quelque part. Je pense le financement peut-être à plus long terme ou fait des initiatives comme ça. Ça demande, oui, effectivement, là, de bien identifier les besoins, de s'assurer de prendre le temps et de dégager des ressources pour en faire la réflexion et pour arriver à mettre en place quelque chose. Je pense que c'est pour ça que chacun de nos projets se tient et perdure et répond aux besoins des milieux. C'est parce qu'il y a eu tout ça autour. Oui. Une des phrases qu'on se dit, c'est « vivons-le d'abord ». On ne peut pas tout planifier d'avance. Non plus, c'est ça. Puis je pense qu'on ne peut pas décider d'en haut
puis appliquer sur le terrain. Il faut que ça parte du terrain et que ça remonte vers le haut. Puis je pense que pour l'ensemble des décisions qui concernent l'inclusion, il faut écouter ce que les gens du terrain ont à dire et vraiment prendre le temps de voir c'est quoi la réalité des gens. Puis un autre point que tu as soulevé, Sophie, c'est le financement. Moi, j'aurais un souhait à exprimer ici, c'est de revaloriser le financement à la mission globale des organismes, d'accepter de financer cette mission première, parce qu'en ce moment, dans le réseau communautaire, on vit beaucoup de financement par projet. Si vous voulez faire un site web, on va vous le financer. Si vous voulez faire un virage numérique, on va vous le financer. Mais non, on ne financera pas votre mission globale. Ça ne fait pas partie de nos objectifs de financement actuels. Donc, de revaloriser, d'accepter que oui, on a besoin de financement à la mission, on a besoin d'être reconnu pour le travail que l'on fait, les organismes communautaires et quiconque veut se lancer dans le soutien à l'inclusion. Faut que la part de gâteau reste dédiée au gâteau. Faut pas que tout le monde vienne manger dedans. Il ne faut pas qu'on multiplie. Donc, je pense que c'est un enjeu important pour le soutien à l'inclusion, effectivement. J'allais juste ajouter, parce que tu en as parlé un peu, Maude, là, mais d'arriver à s'adapter aussi. Je pense que oui, ça nous prend des lignes conductrices qu'on va conserver à l'intérieur de chacun de nos services ou nos projets, mais en même temps, s'adapter. On n'en a pas parlé tant, là, mais nos tout-petits, là, ils ont vécu 3 ans de pandémie, hein? Nos enfants qui ont 4 ans, ça veut dire qu'il y avait 1 an, ça veut dire, alors, je pense que tout le monde, on le voit, là, on le voit dans la pénurie de personnel, on le voit dans comment les gens sont fatigués, on le voit dans comment nos parents sont à bout de ressources personnelles, on le voit comment nos tout-petits, ça a eu des répercussions aussi. Fait que je pense que ça aussi, tous nos services, on est certainement tout conscient de tout ça. Fait que des fois, ça demande des ajustements aussi pour tenir compte des réalités. Je vais me permettre de prendre la parole. Merci vraiment beaucoup pour vos réponses. Puis je vais faire du pouce sur la question de Julie, là, que je connais aussi un peu ce qu'elle fait au niveau professionnel, puis relancer en fonction de ce que vous avez dit. Maude t'a parlé du financement à la mission. Ce serait le fun d'avoir un vrai financement, pas juste pour des projets, mais à la mission. Béatrice t'a parlé, il faut des gestionnaires qui y croient, il faut dédier des ressources, les protéger en promotion-prévention, parce que sinon, ça va être aspiré vers autre chose. Au niveau du réseau de la santé, des fois, on se fait aspirer. Sophie t'a parlé de tant de ressources, mais là, je me dis comment, il faut du temps, il faut des ressources, mais comment on convainc les décideurs, que ce soit des gestionnaires dans le milieu de la santé, excusez, mon chien jappe en même temps, ou que ça soit un organisme, là, un ministère, c'est eux qui nous donnent de l'argent pour un organisme, mais comment on convainc les gens de nous laisser le temps? Parce que si on agit en promotion-prévention, c'est pas vrai que demain, on va voir la différence. Comment on les convainc de nous laisser le temps de mettre en place ces beaux projets-là, puis que ça va avoir des répercussions, puis ce ne sera pas demain matin qu'on va pouvoir leur démontrer, mais c'est ça. Comment faire pour les convaincre? En fait, j'ai le goût de te dire, on a déjà toutes les données qu'il faut, dans le sens où le retour sur l'investissement qu'on fait en éducation à la petite enfance, selon les études, c'est pour $1 investi, c'est 7 au minimum et des fois 10. Et c'est particulièrement vrai quand on pense aux enfants vulnérables, tant au niveau socio-économique qu'au niveau du développement. Je veux dire, je ne sais même pas c'était quand ces premières études-là, là, mais ça fait plus que 25 ans. Là, OK? C'est toujours vrai. Ce n'est pas moins vrai. Fait que tout est là. Je veux dire, mais c'est sûr que quand tu es là pour 4 ans, tu ne verras peut-être pas le retour sur ton investissement après 4 ans quand tu es dans des activités de promotion-prévention. Mais, par contre, peut-être que dans 4 ans, la liste d'attente ne sera pas pire qu'elle était quand tu as commencé. Juste ça, qu'elle n'ait pas augmenté, c'est déjà un bon signe. Puis
si ce temps-là est dédié à ça, ben, on va récolter les fruits. Mais pour moi, ça, c'est déjà démontré, mais il y a une question de, ben moi, je choisis de porter ce rôle-là et d'assumer ces actions-là parce que je crois en mes tout-petits qui sont mes adultes, qui sont ceux qui vont faire ma société. Tu sais, puis j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, le gouvernement, il y a quand même plusieurs actions qui ont été mises de l'avant. Puis, dans c'est quoi la prévention-promotion? Ça aussi, il y a toute une panoplie de définitions dans lesquelles on peut se perdre aussi. Puis, ce qui est de la prévention-promotion pour un ne l'est pas du tout pour l'autre et ainsi de suite. Fait que, je pense que si on souhaite que les choses bougent, il faut garder du temps de prévention-promotion, coûte que coûte. Parce que c'est d'autant plus vrai en ce moment, alors que justement, nos tout-petits viennent de passer après presque 3 ans de pandémie avec des conséquences majeures pour eux, pour leurs parents, pour leur service de garde. Tu sais. Fait que, en tout cas, je sais que je ne t'aide pas bien dans la réponse que je te donne, là, parce que j'ai un peu l'impression de répondre avec une vérité de la palisse, mais bon, c'est ça, c'est ce qui me vient là comme ça. Mais moi, je tiens à saluer la créativité des milieux. Comment se regrouper, des milieux qui font des choix aussi, qui ont les mêmes ressources que les autres et qui disent, moi, je fais le choix de l'inclusion et je vais le rendre possible. Puis je vais le rendre possible pour le plus d'enfants possible. Parce que on n'a pas de baguette magique. Hein? On aimerait bien, mais alors, je pense qu'au-delà de ça, ça devient, après ça, toute une ouverture d'esprit, une créativité, une volonté d'agir avec flexibilité, de ne pas rester dans les carcans, de se dire on a toujours fait comme ça, mais de voir d'autres façons de faire. Et les milieux en font preuve. Jour après jour, année après année. Donc, je trouve qu'il ne faut pas passer ça sous silence non plus. Puis il faut reconnaître que, ben oui, des fois, oui, ça serait génial d'avoir plus d'argent, mais ça ne réglera pas tout. Et il y a quelqu'un qui disait, c'est pas de l'argent que j'ai besoin, c'est du personnel. Ça ne réglera pas tout. Ça aide énormément de revaloriser la petite enfance, revaloriser toute cette promotion-prévention. Mais je pense que collectivement, de se donner ce droit d'être créatif puis d'essayer des nouvelles choses aussi, c'est peut-être là où on va avoir de belles pistes de solutions. Moi, j'ajouterais. Oui, vas-y, exactement. Juste oser le nommer, oser le dire, oser le crier partout où on est. Ce qu'a dit Béatrice, c'est vrai, mais il faut faut le ramener constamment quand on a l'occasion, mais c'est ça. Je pense que oui, la démonstration est faite, mais des fois, on a l'impression que certains l'oublient. Alors, merci. Je penserais peut-être une dernière. Y a-t-il quelqu'un qui a une dernière question? Vous pouvez le poser soit dans le chat, soit de vive voix pour nos panélistes. J'en vois pas Audrey-Jeanne dans le chat. Je pense qu'on a fait un vraiment bon tour de tout ce qui se fait. Je pense que ça a été vraiment une journée intéressante pour ça. Je te laisse peut-être le mot de la fin, Audrey-Jeanne, pour conclure. Ben oui, je peux faire ça. J'ai pris plein de notes pendant toute la journée. J'essaie de créer quelque chose en espérant que ça fait du sens, que ça reflète en tout cas au moins une partie de ce qui s'est dit aujourd'hui. De un, je veux remercier tout le monde qui a présenté, tout le monde qui est présent, tout le monde qui a participé. Je trouve que les échanges ont été vraiment, vraiment intéressants. Je trouve que, en tout cas, j'ai l'impression qu'on parle peut-être à une gang de convaincus entre nous, mais c'était inspirant d'entendre parler aujourd'hui. Fait que je voulais vous remercier tous. Comme j'ai dit, je pense plus tôt ce matin, on sent qu'il y a une réelle volonté d'inclusion. On le sent, puis je pense que vous le sentez tous dans vos milieux. Il y a
toutefois encore des barrières, puis dans toutes les étapes, que ce soit accéder au milieu de garde, que ce soit de participer pleinement, d'être réellement inclus, de la participation sociale que Maude parlait puis visait une fois que le tout petit a accédé puis a trouvé un milieu de garde, comment on soutient une réelle participation sociale. Il y a encore des barrières, il y a des barrières à la première transition. Mais je trouve que cet après-midi, ce qui est fun, c'est qu'on a vu tellement de belles initiatives, des initiatives plus recherche, des initiatives terrain. Puis ça me fait penser à ce qu'Alexandre Paris, du ministère de la Famille, a dit ce matin, qui a parlé de miser sur les forces vives. Puis je trouve qu'il y a un bel exemple de plein de forces vives, de plein de belles choses qui sont en cours. Fait que je nous encourage finalement à bâtir sur ces forces vives-là. Puis on parle de partager. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un début. Il y en a certains qui ont appris à se connaître, qui connaissaient déjà, mais à appliquer plus loin. De se réseauter, de parler entre nous, de partager. Je fais aussi le lien avec la mutualisation des ressources. Cynthia, vous mutualisez, vous voulez aller là-dedans, mais je pense que même nous, entre nous, on devrait de temps en temps mutualiser nos efforts. Puis, il y a plein de gens qui ont développé des trousses, des super belles choses, des formations. Mais on n'est pas obligé de toujours réinventer la roue, même si on veut qu'il y ait une couleur locale, que ça réponde à un réel besoin, puis d'être évidemment, là, dans ce qui répond aux besoins réels des milieux de garde pour soutenir les éducatrices qui, réellement, mais je pense on gagnerait, nous aussi, finalement, mutualiser ce qu'on fait chacun de notre bord pour le bien des tout-petits. Puis sinon, dans les autres choses qui ont sorti, partenariat tout le temps, je pense que tout le monde a parlé de partenariat aujourd'hui, partenariat avec les milieux de garde, la famille, le réseau de la santé, les milieux scolaires, dans les milieux de garde, de ne pas oublier les milieux de garde qui ont des fois une voix moins grande, là, les haltes garderies, les garderies privées qui ont aussi des tout-petits puis qui veulent faire leur part. Il y en a plusieurs qui font leur part dans l'inclusion des tout-petits, fait que de ne pas les oublier. Puis pour avoir un partenariat efficace, j'éclaire là-dessus. Il y a plein de choses, je pense qu'il y a plein d'ingrédients clés qui ont été ressortis aussi. Vous êtes revenus beaucoup sur le savoir-être, d'être dans une approche humaniste pour favoriser ce partenariat. Là, de garder en tête qu'on a toute la même vision, peu importe d'où qu'on vient, ce qu'on vise finalement, c'est le développement, la participation sociale, l'inclusion du tout-petit, puis le bien-être dans sa famille aussi. Fait que de se remettre là-dedans quand on veut travailler ensemble, de se donner du temps. C'est revenu beaucoup, hein? Il nous faut du temps. Il faut du temps pour développer le projet, mais il nous faut du temps pour collaborer, pour apprendre à se connaître. Les discussions formelles, c'est important. Mais de l'autre côté, l'informel ne sera pas suffisant, puis d'avoir une démarche qui est structurée, vous êtes revenus souvent aussi, qui est structurée, qui est formelle, qui est maintenue, qui est répétée, qui est organisée. Vous avez utilisé différents termes. Fait que je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre tout ça, mais en tout cas, moi, je veux juste finir en disant un gros merci. Moi, je repars avec plus encouragé que découragé. C'était le but aussi là, du colloque, de ne pas juste recenser les barrières, de dire, voyons, il y a bien du chemin à faire. Je trouve qu'il y a des grands pas qui ont été faits. Évidemment, il y a encore du chemin à faire, mais en espérant qu'on va travailler ensemble puis qu'on va partager nos bons coups, nos écueils et nos apprentissages, puis qu'on va aider au niveau provincial à l'inclusion des tout-petits. Merci à tout le monde pour votre participation.